Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, chers consoeurs, chers collègues, c'est un immense plaisir, c'est un honneur pour moi d'accueillir ce soir, dans le cadre de la chaire Collège Belgique, Collège de France, le professeur Didier Fassin, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines. Alors, mesdames, messieurs, le conférencier que nous recevons ce soir a un parcours tout à fait exceptionnel. Il a commencé par des études de médecine, puis il a été chef de clinique, assistant des hôpitaux de Paris, où il s'est spécialisé en médecine interne, mais aussi dans les maladies infectieuses au tout début de l'épidémie du VIH. Et puis, il est devenu, et il l'est toujours, un grand voyageur. Il a séjourné à Calcutta, où il a été médecin responsable d'un mouroir, et c'est à partir de Calcutta qu'il a réorienté sa carrière vers la santé publique et vers les sciences sociales. Il a alors été titulaire d'un master en épidémiologie et santé publique, et de Calcutta, il est allé vers l'Afrique. Nous venons d'en parler. Il est allé au Sénégal dans le cadre d'un programme d'institut de recherche pour le développement, où, en Afrique, il a commencé alors cette partie de sa vie, que sont les études anthropologiques. Et dans ces études anthropologiques, il a eu soin de travailler les relations entre les thérapeutes et les malades, et singulièrement en milieu urbain, ce qui lui a évidemment été matière à une thèse de doctorat. Vous avez été aussi en Équateur, en Afrique du Sud, dans de très nombreux pays. Sur le plan de la carrière académique, vous avez été, à partir de 1997, professeur de sociologie à l'université Sorbonne Paris-Nord, et en 1999, vous êtes devenu directeur d'études en anthropologie politique et morale à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et c'est là où vous avez créé deux centres de recherche importants. Tout d'abord le CRESP, un centre de recherche sur la santé, le social et le politique. Et puis vous avez créé ce fameux institut, IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, que vous avez dirigé jusqu'en 2010. Et puis vous avez aussi commencé, comme ces grands professeurs d'université, une carrière aux États-Unis, et à partir de 2009, vous avez été titulaire de la chaire des sciences sociales à l'université de Princeton. Alors, mesdames, messieurs, le conférencier de ce soir a donné beaucoup de grandes lectures dans des endroits tout à fait prestigieux. Je n'en cite que quelques-uns. Les Tanner Lectures à l'Université de Californie sur la question du châtiment, les Lectures Adorno à l'Université de Francfort sur la question de la vie, ce qui va donner lieu à de très très beaux livres, les Barber Lectures à l'Université de Virginie, et en 2016, vous avez reçu du roi de Suède la médaille d'or de la Société suédoise d'anthropologie et de géographie, qui est décernée tous les 3 ans à un anthropologue, une distinction évidemment tout à fait remarquable. Et puis, en 2019, et c'est la raison de votre présence ce soir, dans le cadre de ce partenariat, vous avez été élu au Collège de France sur une chaire d'abord annuelle, une chaire de santé publique, et puis en 2022, vous avez été nommé sur une chaire permanente, celle dont j'ai noté le titre tout à l'heure, et vous avez donné une leçon inaugurale qui a été fort suivie et fort commentée, Sciences sociales par temps de crise. Alors, mesdames, messieurs, le conférencier de ce soir a aussi toute une série d'engagements sociaux. Je me permets quand même de rappeler, chers collègues, que vous avez été l'administrateur puis le vice-président de Médecins sans frontières, engagement très important dans votre vie. Et puis aussi en 2006, vous avez été le président du Comité pour la santé des exilés, le fameux Comédé, bien connu pour ses travaux. Et enfin, comme nous sommes en Belgique, monsieur le recteur honoraire de l'ULB,
Mon cher Didier, le conférencier de ce soir a été docteur honoris causa de l'Université de Liège en 2021 et tout récemment docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles en 2023. Alors, bien entendu, le professeur Fassin a publié beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, traduits dans de très nombreuses langues, des ouvrages qui ont marqué, je pense à titre personnel, Punir, une passion contemporaine, La vie, mode d'emploi critique, ouvrage tout à fait remarquable, impressionnant, et tout récemment, en 2024, un ouvrage publié en collaboration avec Anne-Claire de Fossé, avec laquelle vous travaillez beaucoup. Cet ouvrage intitulé « L'exil, toujours recommencé, chronique de la frontière », un ouvrage où vous êtes parti à la rencontre de ces exilés perdus dans la montagne à la frontière franco-italienne et où vous analysez comme anthropologue, mais aussi comme spécialiste de la santé publique, les rapports entre les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes et ces femmes et ces hommes qui sont en exil. Et puis, je voudrais aussi mentionner, et surtout dans le cadre actuel, dans le cadre de ces jours, qui sont des jours sombres, l'importance de l'engagement du conférencier de ce soir, qui est un engagement qui compte. En effet, le professeur Fassin, vous le savez, a signé au 1er novembre 2023 un texte d'une extrême importance qui est en réalité une réflexion sur le massacre des civils gazaouis. Un texte que vous avez intitulé, mon cher collègue, « Le spectre d'un génocide à Gaza ». Et c'est un texte tout à fait impressionnant dans lequel, en vous appuyant sur des déclarations d'universitaires, des expertises, des études émanant de représentations d'institutions internationales les plus prestigieuses, vous avez donc alerté sur le risque qu'un génocide soit commis. Et vous l'avez fait comme un scientifique, comme un intellectuel, puisque vous avez osé une comparaison avec un génocide qui avait été perpétré contre le peuple héréro en 1904 par les Allemands. Ce texte, évidemment, a généré une foule de commentaires et de polémiques allant très loin, remettant en cause les pertinences de la comparaison, l'intégrité scientifique du chercheur et de l'universitaire. Et pourtant, de très nombreux intellectuels et de très nombreux chercheurs ont voulu souligner dans le monde entier la force intellectuelle de l'engagement du professeur Fassin. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de lire cette sorte de carte blanche qui s'intitule « Disqualifier n'est pas penser pour la libre expression des désaccords ». Et il y a des personnalités considérables du monde universitaire, du monde académique, scientifique, mais aussi de la société civile qui ont donc pris part en votre faveur pour demander que votre liberté d'expression soit respectée dit cette carte blanche. Et je me permets de nous le mentionner à nous qui ce soir travaillons dans une académie où nous sommes attentifs à la question de la diffusion des savoirs critiques, où cette carte blanche mentionne que dans un sondage récent qui a été mené sur 936 universitaires spécialistes du Moyen-Orient, 82% des personnes interrogées et 98% des professeurs non titulaires affirment s'auto-censurer. C'est dire la gravité de la situation. Et en ce sens-là, il me semble très important de souligner ce soir, en le présentant, que le professeur Fassin fait partie de ces hommes qui osent penser, et vous le dites fréquemment dans des entretiens, qui ont cette volonté de penser dans l'urgence, peut-être avec l'arrière-fond médical de la notion d'urgence, de penser une situation. Et comme le notent ces femmes et ces hommes, ces intellectuels qui ont écrit dans cette tribune, cette pensée fait le pari que, et c'est évidemment de vous que l'on parle, cher monsieur Fassin, cette pensée fait le pari que même face aux atrocités les plus cruelles, on peut et l'on doit conserver une pensée complexe, une pensée universaliste et une pensée humaniste. Eh bien, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, cher professeur Fassin, il me semble que ces trois mots vous décrivent à merveille le complexe, l'universaliste
et l'humaniste. Et sachez que pour nous, pour l'Académie et pour le Collège Belgique, c'est un immense plaisir, c'est un immense honneur de vous recevoir dans le cadre de cette chaire du Collège de France. Et je vous donne bien volontiers la parole pour votre première conférence. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, c'est évidemment un grand plaisir pour moi et c'est aussi un immense honneur d'être parmi vous ce soir. Je suis toujours heureux de venir en Belgique, j'y suis venu assez souvent et j'y ai senti à de nombreuses reprises un souffle de liberté. Et je dois dire, monsieur l'administrateur délégué, que les mots que vous venez de prononcer me semblent particulièrement refléter cette liberté de penser dont j'avais eu des échos également lorsque j'étais à l'Université libre de Bruxelles pour y recevoir ce doctorat honoris causa. Et je dois dire que ça a été très, très réconfortant à ce moment-là et c'est très réconfortant encore ce soir d'entendre une voix comme la vôtre. Donc je vous en remercie. J'ai aussi souvent reçu en Belgique des gestes d'amitié. Donc je me réjouis de la coopération qui existe entre le Collège Belgique et le Collège de France, qui me permet d'être ce soir ici. Mes deux conférences, qui sont inspirées de travaux récents, mais qui sont largement inédites, portent sur le travail des sciences sociales et plus particulièrement sur la question de la vérité à laquelle nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés. Et puisque cette première conférence concerne la question de l'exil et des exilés, j'ai placé en exergue, comme vous le voyez sur cet écran, une citation d'un poème de Mahmoud Darwish, en pensant aux centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui, prisonniers d'une guerre sans merci à Gaza, n'ont pas même l'opportunité d'envisager l'exil. Les sciences sociales ont pour objet de produire une description et une compréhension du monde. C'est là une définition, ou tout au moins une caractérisation assez générale, qui permet de réunir le travail empirique, d'écrire, et le travail théorique, comprendre, même si l'on sait bien sûr que la description n'est jamais totalement exempte d'une certaine théorie, et que la compréhension s'appuie généralement sur une certaine base empirique. Mais la description suppose un regard, c'est-à-dire un point de vue, et la compréhension implique une interprétation, et donc également un point de vue. C'est une expérience ordinaire que les mêmes faits soient rapportés de manière distincte par des personnes distinctes et qu'ils soient analysés de façon différente par des personnes différentes. Qu'aussi bien dans la description que dans la compréhension des faits, des points de vue coexistent donnant des représentations du monde qui ne sont pas toujours congruentes, c'est ce à quoi les sciences sociales sont confrontées lorsqu'elles essaient d'appréhender des faits à travers ce qu'en disent leurs interlocutrices et leurs interlocuteurs, ce que savent bien les sociologues, a fortiori lorsqu'elles sont à l'œuvre dans des sociétés distinctes, comme dans le cas des anthropologues, ou dans des époques différentes, comme dans le cas des historiens. C'est aussi ce qui bat en brèche la notion de vérité en tant qu'elle serait absolue, voire universelle. Ce n'est toutefois pas là un obstacle à la connaissance, mais la condition même de cette connaissance, la description et la compréhension que l'on peut avoir de faits sociaux, s'enrichit de ce que sont considérées plusieurs perspectives, pour autant qu'on fasse le crédit aux protagonistes de leur sincérité, y compris dans l'expression de leurs préjugés. Ils voient des choses de manière distincte et les interprètent de manière différente parce qu'ils ont des origines, des histoires, des expériences, des cultures
des activités singulières, mais on suppose qu'il ne falsifie pas, en tout cas pas volontairement, les faits, comme ce sera le cas dans la seconde conférence qui traitera de situations où la vérité est délibérément travestie. L'idée que la vérité varie selon les points de vue est ancienne et sans remonter à l'Antiquité. On peut penser à Montaigne, chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage, et nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions du pays où nous sommes. Ou bien à Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Mais c'est évidemment à Nietzsche que l'on doit l'expression la plus claire de cette idée dans sa généalogie de la morale, rejetant l'idée, je cite, d'un sujet de la connaissance pure, étranger au temps, sans volonté ni douleur, il affirme « Il n'y a de vision que perspective, il n'y a de connaissance que perspective ». La théorie qui en découle est ce qu'on appelle souvent perspectivisme. Le perspectivisme implique-t-il cependant qu'on ne puisse jamais accéder à une forme de vérité, ou comme on le dit parfois familièrement, que tout est relatif? En fait, c'est le contraire. Ainsi, pour José Ortega y Gasset, si, je le cite, toute connaissance est connaissance depuis un point de vue défini, et donc s'il n'est jamais possible de saisir le monde dans sa complétude, en revanche, reconnaître cette limite invite à comprendre qu'une perspective est à la fois une composante de la réalité et ce qui nous sert à organiser cette réalité, et ainsi à essayer de compléter sa propre vision des choses en reconstituant les différents fragments qui composent le monde. Mais là encore, c'est Nietzsche qui défend le propos le plus clairement. Je le cite, « Plus nous laissons de sentiments entrer en jeu à propos d'une chose, plus nous savons engager Dieu différent pour cette chose, plus cette chose, plus notre concept de cette chose, notre objectivité sera complète. » C'est donc de la multiplicité des points de vue qui permet, la prise en compte de la multiplicité des points de vue qui permet d'accéder à la connaissance des faits. Ni rationalisme étroit, affirmant une vérité absolue, ni relativisme strict, ni en toute vérité possible, le perspectivisme permet de produire une somme de vérités. C'est ce perspectivisme que je souhaiterais mettre à l'épreuve en illustrant de manière presque expérimentale comment l'écriture ethnographique peut associer plusieurs points de vue pour rendre compte de faits. Je m'appuierai pour ce faire sur l'enquête que j'ai conduite pendant près de 5 ans avec la sociologue Anne-Claire de Fossé à la frontière entre l'Italie et la France, dans les Hautes-Alpes, et plus précisément dans le Briançonnais, avec quelques incursions en Italie, dans le Val di Susa. Cette ethnographie, puisque c'est ainsi que l'on nomme, pour ceux qui ne sont pas familiers, la pratique de recherche qui consiste à passer de longues périodes de temps à observer, à converser et à participer, autrement dit à se faire partie prenante de la vie d'un monde. C'est donc, ou plutôt de plusieurs mondes parallèles, comme on va le voir. Cette ethnographie, donc, je vais en présenter un lieu et un moment. Le lieu, c'est le col de Montgenèvre, qui est situé sur la frontière avec sa station de ski réputée, son terrain de golf international, ces femmes et ces hommes étrangers qui tentent de le franchir, ces policiers et ces gendarmes qui essaient de les en empêcher, ces volontaires qui leur viennent en aide de diverses manières, ces manifestations de suprémacistes blancs, ces protestations contre les politiques de l'État. Le moment, c'est la conjonction de rencontres inopinées entre les 3 protagonistes principaux de cette frontière, à savoir les exilés, les forces de l'ordre et les acteurs de la solidarité. Et puisque l'ethnographie est aussi étymologiquement écriture, je propose une expérimentation d'écriture par la reconstitution de 3 perspectives, celle d'un exilé afghan, celle d'un policier et celle d'un maraudeur. La nuit est tombée depuis longtemps. Le ciel est clair, le froid glacial, les silhouettes des montagnes se dessinent distinctement, éclairées par la lune,
Il les regarde, pensant à celle qu'il lui faudra gravir tout à l'heure, avec sa femme, leurs 3 filles, son beau-frère, le couple d'amis qui les accompagne et dont il espère qu'ils y parviendront avec leurs 2 enfants en bas âge. Mais ce n'est pas encore le moment. Dans la vallée, les volontaires du refuge leur ont dit de ne pas se mettre en route immédiatement, une fois descendus du bus à Clavière, qui est le dernier village italien avant la frontière. Franchir le col trop tôt, leur ont-ils expliqué, ce serait s'exposer à trouver des forces de l'ordre sur leur chemin et donc à être refoulés. Au milieu de la nuit, au contraire, les gendarmes, même s'ils ont auparavant effectué des patrouilles, auront probablement regagné leur poste pour y finir confortablement leur service. Chaussés des bottes et vêtus des parkas qu'on leur a fournis, un petit sac sur le dos, ils patientent donc, abrités sous le porche de l'église, qui n'est pas assez profond pour véritablement les protéger du vent. Frappant doucement le sol de leurs pieds et esquissant de petits gestes avec les bras, ils ne parviennent guère à se réchauffer. On les avait prévenus que la météo annonçait -15 cette nuit. Ces 3 filles ne se plaignent pourtant pas, même la petite qui a tout juste 6 ans. D'ailleurs, cela fait longtemps que malgré les vicissitudes du voyage, malgré la faim et le froid, malgré la fatigue et l'anxiété, elles ne se plaignent plus de rien. Mais il se soucie de ses compagnons avec leur petit garçon qui se serre contre sa mère et le nourrisson de quelques mois à peine que son père tient contre lui, enveloppé dans une couverture. Depuis plusieurs jours, une tempête de neige a rendu le passage à travers la montagne trop dangereux pour que personne ne s'y aventure. Au refuge d'Oulx, côté italien, une grande maison de cantonniers abandonnée, qui était depuis plusieurs années occupée par des bénévoles venus de toute l'Europe pour offrir aux réfugiés une hospitalité inconditionnelle et dénoncer les politiques de contrôle des frontières, ces femmes et ces hommes qui ont traversé l'Italie pour rejoindre la France se sont trouvés bloqués. Leur nombre augmentait chaque jour, une foule cosmopolite s'accumulait dans le bâtiment mal chauffé. Heureusement, les volontaires ont réservé une grande pièce pour les familles afin de les maintenir à l'écart des autres réfugiés, principalement des hommes jeunes originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Ces familles étaient toutes afghanes avec des enfants en bas âge qui jouaient sur les matelas posés à même le sol. Lorsque la neige a cessé de tomber, beaucoup ont décidé de partir, certains essayant de passer de jour, d'autres tentant leur chance, comme eux, pendant la nuit. Ils ont donc pris le bus du soir. Les seuls passagers étaient des réfugiés. Le bus allait jusqu'à Briançon, mais on leur avait expliqué qu'il serait contrôlé à la frontière par la police. On disait même que les forces de l'ordre, pour anticiper leurs opérations de surveillance, y demandaient au chauffeur combien de personnes s'étaient arrêtées à Clavière. C'est donc à cet arrêt qu'avec sa famille, il était descendu. Le bus ne mettrait qu'une demi-heure pour rejoindre sa destination finale, Briançon, mais les réfugiés, eux, seraient probablement toute la nuit dans la montagne, pour autant qu'ils ne se perdent pas dans la neige. Tandis qu'il attend devant le portail de l'église, il repense à son départ d'Afghanistan, il y a presque 4 années. Jusqu'alors, sa petite entreprise avait été florissante. Il avait même pu inscrire l'aînée de ses filles dans la meilleure école privée de la ville. Il voulait que toutes les 3 puissent réussir dans la vie. Quitter son pays n'avait donc pas été facile, mais il n'avait guère eu le choix. S'il avait pu pendant longtemps surmonter la stigmatisation dont sont victimes les Hazaras, en raison de leurs différences ethniques et religieuses, c'est avec la conquête de la province par les talibans que la situation s'était rapidement dégradée. Comme tous les chiites, il faisait l'objet de discrimination de la part des nouveaux hommes forts de la région, mais dans son cas s'ajoutait un élément personnel plus sérieux encore. Propriétaire de 2 ateliers de mécanique, il avait été amené à réparer des véhicules du gouvernement et de la police et d'organisations non gouvernementales étrangères. On le menaça au téléphone, lui ordonnant de cesser de travailler pour un pouvoir corrompu que soutenait l'argent sale des États-Unis. Un jour, son interlocuteur lui demanda même s'il accepterait de placer une bombe sous la voiture d'un responsable politique pendant qu'il la réparait. Alarmé, il signala alors à la police les pressions qu'il subissait. Ce fut sans effet. Quelque temps plus tard, il trouva une lettre qu'on avait glissée sous sa porte. C'était le dernier avertissement, lui déclarait-on. S'il n'obéissait pas à ce qu'on exigeait de lui, il serait exécuté ainsi que sa famille. Il apprit peu après que son jeune frère avait été enlevé sur la route de Kandahar et probablement abattu, car on ne l'avait pas revu depuis. De plus en plus inquiet, il contacta un ami de son père qui occupait un poste élevé dans l'administration, lui expliquant la situation et sollicitant son conseil. Le lendemain, il reçut un appel du haut fonctionnaire qui, ayant pris des renseignements, l'exhortait à quitter au plus vite la province et, si possible, le pays avec sa famille.
Dans les jours qui suivirent, il emmena sa femme et ses filles à Kaboul, sollicita un visa pour l'Iran et l'ayant obtenu se rendit à Téhéran. Le séjour dans ce pays s'était mal passé. La communauté afghane y est nombreuse, mal acceptée. Pour ceux de ses membres qui ne sont pas nés en Iran, il n'y a que 2 possibilités. Être reconnus comme réfugiés par les Nations Unies, et dans ce cas, hébergés dans un camp, ou bien être en situation irrégulière et exposés à tout moment à être arrêtés et expulsés. Il ne voulait d'aucune de ces options pour ses enfants, ils ne restèrent que 2 semaines en Iran. La Turquie est le pays où ils avaient séjourné le plus longtemps, 16 mois. Mais les choses n'y avaient pas été simples non plus. On les méprisait en Afghanistan parce qu'ils étaient Hazaras. On les rejetait en Iran parce qu'ils étaient Afghans. On les excluait en Turquie parce qu'ils étaient réfugiés. Il savait que le pays avait accepté un nombre considérable de Syriens. Et tous ceux qui, comme lui, arrivaient d'autres pays étaient mal acceptés. Il n'était pas autorisé à occuper un emploi régulier, alors il travaillait un peu au noir. Il aurait donc pu payer une location, mais les Turcs refusaient de lui louer une maison. Pendant un temps, à Erzincan, ils avaient dû, comme tant d'autres, passer plusieurs nuits dans un parc. Des vagues de honte le submergent lorsque lui reviennent à l'esprit les mots de ses filles qui lui demandaient pourquoi elle ne pouvait pas dormir dans une chambre. Finalement, ils avaient décidé de quitter le pays. La traversée vers la Grèce, qui avait coûté $2 400, 800 par adulte et 800 pour les 3 filles, s'était faite dans un canot pneumatique d'une douzaine de mètres dans lequel 70 hommes, femmes et enfants avaient été entassés. Personne ne semblant capable de le manœuvrer, c'était lui, le mécanicien, qui s'était porté volontaire. Mais le moteur ne démarrait pas. Il lui avait fallu s'immerger complètement dans l'eau froide pour non sans peine l'amorcer. Le trajet n'avait pas été long, mais il était mouvementé à cause des vagues sur lesquelles leur embarcation, trop chargée, manquait à chaque instant de chavirer. Ils étaient tous terrorisés, certains criaient, d'autres pleuraient. Il leur avait fallu quelques 45 minutes pour atteindre l'île de Chios. Là, des policiers grecs les avaient conduits dans un camp où ils avaient passé 4 mois sous une tente au milieu de centaines d'autres. Sa femme s'étant blessée au pied, il avait réussi à convaincre un médecin compréhensif qui travaillait pour les Nations Unies de leur permettre de rejoindre Athènes afin qu'elle puisse y recevoir des soins. Mais une fois sur le continent, ils avaient été conduits dans le camp de Koutsokero, qui se trouvait à 4 heures de route de la capitale grecque, dans une vallée où seules les rangées de petits préfabriqués gris dans lesquels étaient logés plusieurs milliers de réfugiés tranchaient avec le spectacle désolant d'un paysage semi-désertique. Aux mauvaises conditions matérielles s'ajoutaient les problèmes d'insécurité dont souffraient particulièrement les femmes seules. Les quelques fois où il s'était rendu dans la ville la plus proche, située à 18 km du camp, pour y faire des achats, il s'était heurté à la même animosité des commerçants, malgré les efforts vestimentaires qu'il faisait pour se donner une apparence respectable. C'est dans ce camp qu'il s'était trouvé bloqué lorsque l'épidémie de Covid avait commencé. Non seulement ils ne pouvaient plus quitter le camp, mais les rares activités de leurs enfants avaient été interrompues. Même l'école était fermée. Pendant les longs mois de leur quarantaine, ils avaient été condamnés à demeurer tous les 5 isolés dans ce qu'ils appelaient leur container, étouffant l'été, glacial l'hiver. Une fois le confinement terminé, ils étaient repartis, un taxi les avait conduits non loin de la frontière albanaise, et pour la franchir, sans être contrôlés, ils avaient marché pendant 4 heures dans la forêt sous une pluie battante. Après un trajet en bus jusqu'à Tirana, ils avaient pu pour la première fois depuis bien longtemps dormir dans un hôtel. Pas de ceux que fréquentaient les touristes évidemment, mais au moins dans des lits confortables avec des sanitaires propres. Au bout de 12 jours, ils avaient repris la route vers le Monténégro. Le bus les avait déposés 1 kilomètre avant la frontière. Accompagnés de 3 autres familles afghanes, ils s'étaient engagés dans la montagne pour, après plusieurs heures de marche, dans la chaleur, retrouver la route de l'autre côté. Cette fois encore, ils avaient été placés dans un camp de réfugiés. Le passage en Bosnie avait été à la fois éprouvant et surprenant. Ils étaient 4 familles, soit 18 personnes. Rendu difficile par la présence de jeunes enfants, la marche dans la montagne avait duré plusieurs jours. La nuit, ils dormaient sous des tentes qu'on leur avait données, entourés des bruits inquiétants d'animaux qui s'approchaient de leur campement improvisé. Un soir, ils ont voulu rejoindre la route plus bas, pensant avoir déjà franchi la frontière. Il pleuvait, la chaussée était détrempée. Ils ont soudain aperçu à quelque distance un préfabriqué éclairé qu'ils ont pris pour des toilettes publiques. Les hommes ont dit aux femmes et aux enfants de se cacher et ils sont partis en exploration vers le petit local. Ils y ont été accueillis par des chiens qui se sont jetés sur eux.
Des policiers sont sortis de ce qui était en fait un poste frontière. Ils allaient refouler les hommes lorsqu'ils ont aperçu les femmes et les enfants un peu plus loin, épuisés, ruisselants de pluie. Ils ont été pris de pitié et leur ont dit qu'ils allaient les aider. Ils ne pouvaient toutefois pas les laisser passer car il y avait des caméras de surveillance. Alors ils leur ont demandé de repartir dans la direction d'où ils venaient, sur quelques centaines de mètres, puis sont venus avec 2 fourgonnettes dans lesquelles ils les ont répartis. Ils ont alors franchi la frontière et ils les ont déposés à une dizaine de kilomètres plus loin, près d'un village. En les quittant, ils les ont enjoints, s'ils se faisaient contrôler, de ne surtout pas raconter à leurs collègues la manière dont ils étaient entrés dans leur pays. Quel contraste avec la brutalité et la cruauté des policiers croates. Certes, ils savaient à quoi s'en tenir tant les rumeurs les plus terribles circulaient parmi les réfugiés sur la manière dont sont maltraitées les personnes interpellées à cette frontière. Mais le savoir et le vivre sont 2 choses différentes. La brûlure en est encore vive, il essaie de ne pas se remémorer les arrestations, les insultes aboyées, les sacs qu'on jette dans le feu, les téléphones qu'on détruit à coups de pied, les hommes qu'on frappe avec des matraques, les femmes qui les supplient d'arrêter, les enfants qui hurlent de peur, et le retour de l'autre côté de la frontière, humiliés, découragés, dépossédés de leurs biens les plus chers, y compris parfois de leurs vêtements et de leurs chaussures. Il essaie de ne pas se souvenir du nombre de tentatives infructueuses et douloureuses qu'ils ont dû faire avant de réussir, enfin, par il ne sait quel miracle, à trouver la brèche leur permettant d'entrer dans le pays et de le traverser. La Croatie, il veut l'oublier, ne plus avoir la vision de ces hommes cagoulés, vêtus de noir, ne plus lire sur le fil crypté lui permettant d'échanger avec ses compatriotes les histoires de ceux qui se sont noyés dans la rivière en voulant leur échapper. La seule réminiscence agréable de ce pays, c'est qu'ils y ont rencontré le jeune couple avec lequel ils sont maintenant. Elle venait de donner naissance à son 2e garçon. Ils se demandent combien d'enfants ont, comme c'est sûrement le cas de ce nouveau-né, été conçus dans un camp de réfugiés sur la route des Balkans. Ils ont sympathisé avec l'homme et la femme qui étaient de la même province qu'eux, des Hazaras aussi, mais des gens de la campagne qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Ils ont compris qu'ils devaient être encore plus perdus qu'ils ne l'étaient eux-mêmes dans ces environnements hostiles sans pouvoir communiquer avec personne. Ils leur ont proposé de poursuivre le voyage ensemble. La traversée de la Slovénie n'a pas été trop difficile. Entrés en Italie, ils ont pris le train à Trieste et après un changement à Turin, ont finalement rejoint Oulx un soir sous la neige. Il a demandé où se trouvait le refuge. On lui a indiqué qu'il y en avait 2, l'un chez les Salésiens, mais il était fermé dans la journée, l'autre à la Casa Cantoniera, qui était ouvert en permanence, et c'est ce dernier qu'ils ont choisi. Sous le porche, le froid est devenu plus vif, ou bien c'est simplement l'immobilité qui lui fait ressentir plus intense. Il serre la plus jeune de ses filles contre lui. Il regarde sur son téléphone son application de cartographie. Depuis qu'ils ont quitté leur maison à Krasny, ils ont parcouru plus de 6700 km, sans compter les détours et les retours. 10 heures sonnent au clocher de l'église, il est temps de se mettre en route. Ils traversent le village silencieux et rejoignent la route qui monte au col de Montgenèvre. Après quelques centaines de mètres, ils repèrent le début du chemin qu'on leur a indiqué. Il a été tracé dans la neige par des volontaires italiens pour éviter que les réfugiés ne s'aventurent dans des zones dangereuses, rendues invisibles par l'épaisse couche de neige. Le petit groupe s'engage sur le sentier qui s'élève rapidement à travers la forêt. Impossible d'utiliser une lampe qui risquerait d'être immédiatement repérée par les forces de l'ordre. Il doit se contenter du clair de lune lorsque la lumière s'immisce entre les sapins et les mélèzes. Il marche en tête, s'efforçant de suivre la trace. Il porte sur son dos la plus jeune de ses filles. L'autre homme en fait autant de son petit garçon. Souvent, sa femme qui tient contre elle le nouveau-né emmailloté doit s'arrêter, le souffle court. Il voit disparaître le chemin alors qu'ils approchent de la dernière portion de la pente. La neige lui arrive au-dessus du genou. Elle pénètre dans ses bottes, il ne sent plus ses orteils, la progression se fait lente, hasardeuse, mais il finit par apercevoir une route plus large dégagée par une déneigeuse. Il la rejoint, puis voit ce qui ressemble à une petite cabane éclairée. Ils vont pouvoir s'y reposer quelques instants sans que personne ne les repère, mais au moment où ils y pénètrent, ils voient les phares d'un véhicule qui vient dans leur direction et s'arrête non loin de leur abri. 2 passagers en descendent et demeurent quelques instants immobiles, scrutant les environs. À voix basse, ils demandent au reste du groupe de ne plus bouger et de faire silence. Soudain, le nouveau-né se met à pleurer.
Les vagissements ont été entendus, les deux silhouettes s'approchent. Ce sont deux hommes qu'ils distinguent mal, mais qui leur crient de ne pas avoir peur, qu'ils sont là pour les aider. Il se souvient alors qu'on leur avait dit qu'il pouvait y avoir de l'autre côté de la frontière des volontaires français portant assistance aux réfugiés. Leurs visiteurs s'assurent que personne n'est blessé ou malade. Ils expliquent qu'une équipe va venir avec un médecin et qu'ils vont les descendre en ville. Un second véhicule arrive en effet quelques instants plus tard. Sur les portières, on devine des logos qui doivent être ceux d'une organisation humanitaire, comme il en a tant vu dans les camps. Les 4 volontaires les répartissent hâtivement dans les 2 voitures. Lui se retrouve avec sa femme, sa fille aînée, son beau-frère dans l'une, tandis que le reste du groupe monte dans l'autre, celle du médecin, qui part la première avec le reste du groupe, et notamment les 2 autres filles. Les 2 véhicules prennent rapidement la route qui descend dans la vallée. Apercevant les lumières de la ville, ils commencent à se sentir rassurés, mais ils discernent bientôt derrière eux une voiture qui s'approche à vive allure. Lorsque l'éclat bleuté d'un gyrophare apparaît, il n'y a plus de doute, ce sont les forces de l'ordre. Le véhicule dans lequel ils se trouvent s'arrête sur le bas-côté, tandis que devant, l'autre continue sa route. Il y a une brève discussion entre les gendarmes et les volontaires, puis leurs 2 véhicules font demi-tour, remontent jusqu'au col et s'arrêtent devant le poste frontière. Les militaires les amènent dans le bâtiment, les confient aux policiers, puis repartent. Les volontaires, eux, ont été laissés dehors, libres. On le fait asseoir avec sa femme, sa fille aînée et son beau-frère, dans une salle où 2 agents en uniforme lui posent des questions dans un anglais approximatif et lui indiquent qu'ils vont être renvoyés en Italie. Lui leur déclare qu'il veut demander l'asile. Mais ils lui répondent que puisqu'ils ont donné leurs empreintes digitales en Grèce, c'est là-bas qu'ils devront déposer leur dossier. La chose est évidemment impossible. Pas un instant, ils ne pourraient envisager de retourner dans un pays où ils ont été si maltraités. Il se doute cependant qu'il ne sert à rien de discuter. Il retourne près de sa femme et lui explique la situation. En l'entendant, sa fille aînée se met à pleurer. Inconsolable, craignant de ne plus revoir ses sœurs, elle fait promettre à ses parents que plus jamais ils ne les sépareront. L'attente se prolonge. Les policiers entrent et sortent du bâtiment, leur jetant à chaque passage un regard dont ils ne sauraient dire s'il est distrait, curieux, indifférent ou même hostile. Au bout de 2 heures, il a la surprise de voir le médecin de l'organisation humanitaire pénétrer dans le poste, le visage fermé, accompagné d'un homme qui, compte tenu de son aisance dans les lieux, lui semble être un policier en civil. Tous 2 disparaissent dans l'escalier, ils se demandent s'ils travaillent ensemble, si peut-être ces filles ont été livrées aux forces de l'ordre, mais il ne dit rien à sa femme pour ne pas l'inquiéter davantage. Plus d'1 heure s'écoule encore, puis les 2 hommes redescendent, ils voient le médecin s'approcher pour leur annoncer qu'ils vont être libérés, tandis que le policier s'adresse à ses collègues qui lui répondent avec mauvaise humeur. Quelques instants plus tard, on leur dit de prendre leurs affaires et de partir avec le médecin. Sur la route qui se dirige vers la vallée, ce dernier les rassure sur la situation de leur fille. Arrivé dans la ville, le véhicule s'arrête près d'une vieille maison dans laquelle ils pénètrent par une porte située à l'arrière du bâtiment. Dans la grande pièce où on les installe sur des matelas posés sur le sol, ils retrouvent avec soulagement le reste du groupe. Ces 2 filles sont profondément endormies. Il ne les réveille pas. Il sourit à sa femme. Il dit à son aîné que tout va bien maintenant. Dans le silence, il entend l'église voisine sonner 3 heures du matin. La nuit est tombée depuis longtemps. Avec la météo favorable qu'on annonce après ces 4 jours de tempête de neige, des passages de migrants sont probables ce soir. Ils regardent par la fenêtre du poste frontière. Des voitures et des camions franchissent le col. D'autant plus rare qu'on est en période de couvre-feu, pour cause de pandémie, et que pour être sur la route, il faut une autorisation en bonne et due forme. Les véhicules venant d'Italie ralentissent devant l'Aubette et attendent pour accélérer le signe de son collègue qui, à l'évidence, ne fait pas de zèle. Par ces températures extrêmes, on se tient au chaud dans le petit local, au milieu de la chaussée, en se contentant d'une observation rapide par la vitre. La seule exception, c'est lorsque le bus qui fait la jonction d'Oulx à Briançon arrive. Lui doit s'arrêter, il faut monter à son bord, s'assurer qu'il n'y a pas de personne d'apparence étrangère qu'il serait alors nécessaire de contrôler. On demande aussi aux conducteurs combien sont descendus à Clavières. C'est une pratique récente. Avant, elle n'avait pas cours, mais elle est devenue la règle. Au début, il y avait des chauffeurs réticents. Ils disaient qu'ils n'étaient pas des informateurs de la police, mais l'habitude est prise désormais. Ils ne rechignent plus à les renseigner. Ses collègues gendarmes ont ainsi prévenu des passages à venir.
eux ne manquent pas d'effectifs. Ils sont passés d'1 à 2 escadrons, 140 militaires. Tous les mois des nouveaux venant de toute la France. La plupart ne connaissent rien à la montagne. Il arrive même qu'ils n'aient pas les équipements nécessaires pour sortir dans la neige. Il faut dire que par ce temps, ils préfèrent rester dans les voitures et patrouiller dans le village. En plus, avec la lutte contre le terrorisme, on leur a ajouté 30 hommes des forces armées Sentinelles et 25 réservistes de l'opération Limes. Il fait mentalement le calcul, ils sont presque 200, en plus des policiers, pour intercepter les 5 à 10 pauvres types qui essaient quotidiennement de traverser la frontière. Sûrement un peu plus cette nuit avec la fin de la tempête, mais toutes les forces de l'ordre ne sont pas logées à la même enseigne. Eux, au poste frontière, ils sont en principe 6 dans leur brigade de nuit, mais avec les congés, les malades, ils sont rarement plus de 4. Or, le travail ne manque pas entre 20h et 7h du matin. Si les militaires leur ont amené des migrants qu'ils ont interpellés, il faut les interroger, remplir la paperasse, contacter les collègues italiens qui viendront les chercher. Et si on ne peut pas les reconduire immédiatement, il faut les enfermer dans le petit modulaire situé à l'arrière du bâtiment principal et les y surveiller pour éviter les incidents. En plus, bien sûr, il en faut toujours 1 ou 2 à l'aubette pour surveiller le trafic. À 4, ils ont du mal à tout faire. Mais à quoi sert ce qu'ils font? C'est toujours un sujet de discussion entre eux. La plupart sont désabusés. S'il n'y avait pas le ski, beaucoup solliciteraient leur mutation. Les réadmissions en Italie, ils en font environ 3000 par an. Et encore, il arrive souvent que ce soit les mêmes qu'ils aient déjà arrêtés. Car comme ses collègues, il en est convaincu, tous les migrants finissent par passer. Si ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième. Si ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième ou la quatrième. Car il y en a qui se font prendre à 3 reprises, ou même plus. Mais ils continuent. Et ils finissent par y arriver. C'est pas un secret, tout le monde le sait. Du simple brigadier comme lui au directeur zonal de la région sud. Le seul intérêt de ces interpellations, c'est de faire du chiffre. C'est ce que leur demande le commandant. C'est ce que leur demande la préfète. Parce que ce sont des statistiques qu'on fait remonter au ministre de l'Intérieur qui peut ensuite s'en féliciter publiquement. C'est beaucoup plus facile d'arrêter des migrants ou des passeurs. Alors comme ses collègues, il se satisfait des non-admissions. Quand leur nombre augmente, on les complimente et à la fin de l'année, ils ont une meilleure prime. Quand ils diminuent, on les convoque, on les réprimande, on exige de meilleurs résultats. Tout le monde n'est cependant pas prêt à accepter une telle pression. Lui est encore sous le choc du suicide, il y a 3 jours, du brigadier qui commandait l'autre équipe de nuit. Un homme gentil, modeste, respectueux de ses collègues, correct avec les migrants. La version officielle, c'est qu'il avait des problèmes conjugaux, qu'il était séparé de sa femme, qu'il voyait moins ses enfants, qu'il faisait une dépression. C'est sûrement pas faux, mais il a vu comment son collègue était affecté par la dégradation de l'ambiance au sein du poste. Les attentes de résultats quantifiés par leur hiérarchie ont généré une compétition entre les équipes à qui ferait le plus d'interpellations. Il avait entendu le brigadier dire que plus que la qualité du travail, c'était la quantité qui comptait désormais, quitte à tordre les données. Il n'ignore pas que les performances moins bonnes de l'autre équipe valaient sans cesse à son chef des brimades et des humiliations. D'ailleurs, il a entendu dire qu'avant de se suicider, le brigadier avait laissé une lettre dans laquelle il expliquait les raisons de son geste, évoquant les pressions de sa hiérarchie qu'il ne supportait plus. Beaucoup le pensent, au fond, c'est la politique du chiffre qui l'a tué. Il se remet à son ordinateur, au bout de quelques minutes, la porte de la salle de contrôle où il se trouve avec son collègue s'ouvre, 2 gendarmes entrent accompagnant 4 migrants. 2 hommes, une femme, une fillette. Le véhicule qui les transportait a été intercepté dans la descente du col. Les maraudeurs qui le conduisaient n'ont pas fait de difficulté pour les suivre. Les militaires circulaient dans Montgenèvre quand ils ont aperçu 2 véhicules qui sortaient du village et reconnu celui bien repérable de Médecins du Monde. Ils les ont rattrapés un peu avant d'arriver dans la vallée, mais comme ils étaient seuls, ils n'ont pu arrêter que la seconde voiture. L'autre a continué sa route vers Briançon. En voyant les 4 migrants qu'on a fait asseoir sur les quelques chaises au fond de la salle, il se réjouit en se disant que ce sont 4 non-admissions de plus dans ses statistiques. Il appelle l'homme qu'on lui a présenté comme anglophone et lui fait préciser les relations familiales entre eux. Un couple avec leur fille et le frère de la femme. Ensuite, il demande leur passeport, qu'évidemment ils n'ont pas. Ils n'en ont jamais. Il explique qu'on va leur donner un document à signer notifiant leur refus d'entrée en France et qu'ils seront ensuite reconduits en Italie.
Mais l'homme répond qu'ils veulent déposer une demande d'asile car ils sont en danger s'ils retournent en Afghanistan. Ils s'enquèrent alors du pays dans lequel ils ont donné leurs empreintes digitales. L'homme dit qu'ils ont dû le faire en Grèce. Il lui indique que c'est donc là-bas qu'il devra présenter sa requête. La réponse ne semble pas satisfaire son interlocuteur qui cependant se tait. Il lui dit d'aller s'asseoir pendant qu'il téléphone à ses collègues italiens qui vont venir les chercher. Il voit les 3 adultes parler entre eux, puis la fillette se mettre à pleurer. Il prend 4 petites bouteilles d'eau, 4 couvertures, les leur apporte, puis il compose le numéro des carabinieri pour qu'ils viennent les chercher. Peu après, on sonne à l'entrée du bâtiment. Il ouvre la porte, il voit 2 hommes, dont l'un, qui se présente comme médecin, explique qu'il vient de descendre des migrants dans la vallée pour les mettre à l'abri, que parmi eux se trouvaient 2 fillettes, que leurs parents ont été interpellés par les gendarmes et qu'il vient demander qu'on veuille bien les libérer afin de ne pas séparer la famille. Il est interloqué. Il n'a pas l'habitude qu'un maraudeur se présente de lui-même au poste frontière en reconnaissant avoir reconduit des migrants en ville. Il n'a pas l'habitude non plus qu'un de ces activistes s'adresse à lui comme s'ils allaient simplement pouvoir tomber d'accord sur une telle sollicitation. Après un moment d'hésitation sur la conduite à tenir, il se reprend. Il accuse le médecin d'organiser comme les autres volontaires des opérations hasardeuses pour aider les migrants à franchir la frontière en les amenant à emprunter des chemins dangereux. Ils ne font pas de la mise à l'abri, comme ils le disent, ils les exposent à des risques inconsidérés. Ce sont eux, les policiers et les gendarmes, qui protègent les migrants, déclare-t-il. Et d'ailleurs, si ces gens-là ont des problèmes de santé, ils appellent les pompiers, qui décident s'il faut les descendre à l'hôpital. Comme le médecin essaie de se défendre, il lui répond qu'il le met bien en difficulté avec cette histoire, il va sûrement être obligé de relâcher les parents, mais qu'il ne croit pas qu'ils auront le dernier mot avec leur maraude. Il voit son collègue le rejoindre, plus véhément que lui encore à l'encontre des maraudeurs. Il demande aux 2 volontaires leur nom, leur dit d'attendre, referme la porte, les laissant dans le froid polaire. Puis il téléphone au responsable de la police aux frontières, s'excusant de le déranger à une heure si tardive, et lui expose l'affaire. Il entend le commandant lui répondre qu'il faut auditionner le médecin, qui est aussi un chercheur avec lequel il a eu quelques mois auparavant un entretien, et le laisser ensuite repartir avec les migrants. Car s'il les refoule, les associations vont en profiter pour faire un scandale. Des enfants séparés de leurs parents, l'inhumanité de la police aux frontières, les journaux locaux en feraient leur chou gras. Ayant raccroché, il appelle donc l'officier de police judiciaire d'astreinte, qui est chez lui, dans la vallée, et lui demande de monter faire l'audition. Puis, dépité, il commente à son collègue qu'ils auraient pu réaliser 10 non-admissions ce soir si tous les migrants avaient été interceptés, et qu'au bout du compte, ils n'en feront aucune. Au moins, le médecin va-t-il passer un mauvais moment. Il traverse la salle, ouvre la porte, les 2 volontaires sont toujours là, moins 15, pense-t-il avec satisfaction. Il annonce au médecin qu'il va devoir être auditionné et que dans l'attente de cette procédure, les 2 hommes peuvent rejoindre leur voiture. Il les regarde s'éloigner, grelottant. Tout à coup, la porte extérieure s'ouvre, il voit l'officier de police judiciaire entrer dans le poste avec le médecin et après les avoir salués, monter à l'étage et disparaître dans un bureau. Il se tourne vers son collègue et peste contre ces maraudeurs qui prétendent qu'ils font ce qu'ils font par solidarité. En réalité, ce sont bien des passeurs. En Italie, on dit aux migrants qu'ils trouveront de l'autre côté de la frontière des volontaires pour les aider, alors ils montent. S'ils n'avaient pas cette information, ils n'essaieraient même pas de passer. Ce sont les maraudeurs qui leur font prendre des risques. Il paraît que le Conseil constitutionnel a dit que c'était de la fraternité, mais ce n'est pas parce qu'ils ne demandent pas d'argent, et encore ça reste à voir, qu'ils ne sont pas des passeurs. Son collègue abonde dans son sens. Dans le poste, la conversation se poursuit, à l'étage l'audition s'éternise, le médecin a dû accepter de répondre aux questions. C'est rare. Généralement, les maraudeurs refusent ou bien se taisent. Il a dû parler. Enfin, il voit l'officier de police judiciaire redescendre avec son suspect libre. Il sait qu'il va devoir remettre les 4 retenus au médecin. Il ne résiste toutefois pas à une dernière salve. Il lui dit que si dans la descente du col, il a un accident et tue ses passagers, ce sera sa responsabilité. La satisfaction qu'il ressent en prononçant ces mots ne corrige toutefois pas la frustration d'être contraint de laisser partir les 4 migrants. Il les voit se diriger vers la porte. Il consulte la pendule du poste. Il est bientôt 3 heures du matin. La nuit est tombée depuis longtemps. C'est sa 5e maraude. Les 4 premières n'ont pas permis de mettre des exilés à l'abri en les conduisant au refuge solidaire qui assure dans la vallée une hospitalité inconditionnelle.
Il doit bien admettre qu'il était un peu décevant de passer 5 heures dans le froid, à explorer la montagne, à sonder la nuit, affrontant les questions inquisitrices des forces de l'ordre lors de contrôles d'identité, pour finalement redescendre très tard, en ville, sans avoir pu porter assistance à des personnes pourtant parfois en réelle détresse. La signification de ces sorties, qu'on pourrait dire blanches, est d'ailleurs incertaine. Il le sait. La gendarmerie ou la police peuvent avoir intercepté les exilés avant qu'ils ne rencontrent des maraudeuses et des maraudeurs, et c'est une information qu'il obtient en conversant quelques jours plus tard avec eux au refuge, lorsqu'ils l'ont finalement rejoint après une ou plusieurs autres tentatives. Les exilés peuvent aussi être passés sans encombre, et c'est une donnée qu'ils découvrent alors en constatant sur le registre du refuge une liste de personnes arrivées au cours de la nuit. Dans le premier cas, la maraude a été un échec, dans le second, elle a été inutile. Ils considèrent l'une et l'autre de ces options comme des rappels à un certain réalisme sur le sens de leur action en lui montrant d'un côté l'indiscutable supériorité des forces de l'ordre qui jouissent d'un avantage en nombre, en matériel, en arbitraire de la décision, et de l'autre, l'autonomie des exilés, capables de franchir des frontières sans assistance autre que celle de leurs compagnons d'infortune dont ils ont obtenu des coordonnées de géopositionnement sur leur téléphone, comme ils l'ont fait depuis des mois, voire des années. La répétition de ces sorties blanches peut s'avérer décourageante. Mais outre qu'il arrive que des personnes mal en point, des femmes à un stade avancé de leur grossesse ou des familles accompagnées d'enfants en bas âge, soient trouvées et conduites à l'hôpital ou au refuge, ce qui justifie la sortie en maraude, il se dit qu'il y a aussi un sens moral et politique à leur présence dans la montagne, en tant que volontaires, qui d'une part manifestent vis-à-vis des exilés l'existence d'une solidarité de ce côté de la frontière, et d'autre part affirment au pouvoir public une forme de surveillance de leurs pratiques. Ce n'est pas une simple illusion. Il a entendu des exilés remercier les maraudeuses et les maraudeurs pour leur action, même lorsqu'ils n'en étaient pas les bénéficiaires, et il a vu des violences policières et divers illégalismes des forces de l'ordre faire l'objet de signalements au procureur et d'articles dans la presse, ce qui a contribué à en réduire la fréquence. C'est cette conviction d'un sens moral et politique des maraudes qui lui donne, comme à ses collègues, l'énergie nécessaire pour s'exposer à la fatigue, aux intempéries, aux remarques peu amènes des forces de l'ordre. Mais ce soir, il croit que la sortie pourrait être fructueuse, car le temps est calme et le ciel dégagé, après plusieurs jours d'une tempête de neige qui rendait toute traversée hasardeuse. Les 7 autres maraudeuses et maraudeurs qui s'activent dans le local sont du même avis. Il y aura certainement des passages cette nuit et sûrement des gens qui auront besoin d'être mis à l'abri, compte tenu des températures annoncées. Moins 15. Il est difficile de passer 12 heures dans la neige par ce froid sans souffrir de gelures ou d'autres complications. Depuis un moment déjà, il regarde les cartes des alentours du col de Montgenèvre afin de déterminer le positionnement d'observation ou la zone de recherche de chacune des 4 paires, car il est nécessaire d'être au moins 2 dans chaque véhicule, un chauffeur et un copilote. La stratégie de présence sur le terrain a fait l'objet d'une longue discussion. D'une part, il faut envisager plusieurs trajets pouvant être empruntés par les exilés. D'autre part, il faut prévoir un retour rapide en cas de découverte de personnes en détresse. Finalement, un plan est établi. C'est le moment des préparatifs. On se sépare des téléphones personnels. En cas d'interpellation, les forces de l'ordre peuvent en effet les saisir et les exploiter, voire les placer sous scellés, le risque étant que soient utilisés les liens entre les personnes concernées pour ajouter à un éventuel chef d'accusation la notion de bande organisée qui expose à des sanctions beaucoup plus lourdes. Il ne s'agit pas là d'un imaginaire paranoïaque, les relations avec les pouvoirs publics sont tendues, des saisies de téléphone se sont produites, des interpellations suivies de garde à vue ont déjà eu lieu et des condamnations à des peines d'emprisonnement avec sursis ont été prononcées. Le départ s'effectue enfin, il monte dans le véhicule de Médecins du Monde et vérifie que la trousse des premiers soins est bien là, de même que les couvertures de survie. Il interroge le chauffeur qui vient de s'installer au volant et apprend que son expérience des maraudes est encore plus limitée que la sienne. Il se rassure en pensant que dans les autres voitures, certains semblent plus chevronnés. Arrivé à Montgenèvre, chacun suit la consigne qu'ils se sont donnée. Lui est avec son chauffeur en observation. Immobile, dans le vent, il sent le froid le gagner. Interminable attente. Il perçoit plus bas des semi-remorques qui franchissent le col d'un côté ou de l'autre. Soudain,
Un message annonce qu'un cri d'enfant a été entendu là où se trouve un autre binôme. Il se précipite dans son véhicule, mais juste avant d'atteindre le lieu où ses collègues les attendent, les gendarmes leur font signe de s'arrêter. Il craint qu'ils ne soient informés de la raison de leur présence à cet endroit. À sa surprise, il ne s'agit pourtant que d'un banal contrôle d'identité que le chef de l'équipage s'ingénie à faire durer en cherchant vainement à obtenir des renseignements sur la manière dont s'organisent les maraudes. Ils finissent par repartir et rejoindre les 2 autres maraudeurs qui leur expliquent avoir trouvé dans une cabane 2 familles afghanes avec de jeunes enfants et surtout un nouveau-né qui, déclare-t-il dans un état de grande anxiété, est congelé. En entendant ce mot, il sent sa gorge se nouer, il imagine le pire. Les exilés traversent en courant dans la neige la faible distance qui les sépare de la route. Quelques mots sont rapidement échangés, il faut aller vite, il les répartit précipitamment dans les 2 véhicules, en plaçant dans la sienne, médicalisée, les plus fragiles, c'est-à-dire les parents du nouveau-né, dont il s'assure par un examen succinct qu'il paraît finalement aller bien, ainsi que le petit garçon et les 2 fillettes. Les 4 autres, 3 adultes et une préadolescente, montent dans le second véhicule. Ils se mettent en route, traversent le village et s'engagent dans la descente sans encombre. Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la vallée, il aperçoit derrière eux, dans l'obscurité, un gyrophare et voit le second véhicule s'arrêter. L'autre groupe d'exilés va donc être emmené au poste frontière et reconduit en Italie, c'est certain. Il n'y a cependant rien à faire, il dit au chauffeur de continuer. Quelques minutes plus tard, ils sont au refuge et pendant qu'un aidant prépare une chambre pour leurs hôtes, il leur propose une boisson chaude. Il a des sentiments ambivalents. D'un côté, ils ont mis à l'abri une famille, mais de l'autre, la seconde va se faire refouler. Cependant, les 2 fillettes semblent tristes. La plus âgée a une dizaine d'années. Elle parle quelques mots d'anglais. Il lui demande si quelque chose ne va pas. Elle lui explique d'une voix douce que ce sont leurs parents, à toutes les 2, qui étaient dans l'autre voiture. Il se rend alors compte de son erreur, puisqu'il a, sans le vouloir, séparé l'une des familles. Il faut remonter. Il assure la fillette qu'ils vont faire leur possible pour ramener ses parents. Il devine derrière l'apparente sérénité qu'elle manifeste dans une telle circonstance une forme de résistance au malheur probablement acquise au cours des nombreuses tribulations de l'exil. Ils partagent la nouvelle avec le chauffeur, ils reprennent la route du col, stationnent leur véhicule devant le poste frontière, ils sonnent, un policier ouvre la porte, sans les laisser entrer, lui se présente, explique la situation, demande de permettre au père et à la mère de rejoindre leurs 2 filles. Il constate que le policier est d'abord interdit, puis embarrassé, finit par se lancer dans une diatribe contre les maraudeurs, le danger qu'ils font courir aux migrants, la protection que les forces de l'ordre sont les seules à leur apporter. Il ne répond pas aux accusations, mais réitère sa requête. Il voit l'autre policier apparaître sur le perron et s'engager à son tour dans un discours virulent parlant de mise en danger de la vie d'autrui, car si l'on compte le nouveau-né, il y avait, dit-il, 8 passagers dans la voiture au lieu des 7 autorisés. En entendant cet argument, il se demande jusqu'où peut aller la provocation des policiers. Mais il se tait. Le premier agent dit qu'il va contacter sa hiérarchie. Elle disparaît en fermant la porte. Les voici maintenant tous 2 sur les marches, silencieux, soufflant dans leurs gants pour réchauffer leurs doigts. Une demi-heure s'écoule. Ils se demandent s'ils ne font pas exprès de les laisser dehors, ainsi par ce temps glacial. Puis la porte s'ouvre à nouveau et il entend le policier lui expliquer qu'il va y avoir une audition, qu'ils peuvent retourner dans la voiture en attendant l'officier de police judiciaire qui va monter de Briançon. Il a une vague idée de ce qu'est une audition. Il sait qu'il s'agit d'interroger une personne qu'on soupçonne d'un délit, ce qui veut donc dire qu'on le soupçonne d'un délit. Il sait aussi qu'il est recommandé aux maraudeurs et aux maraudeuses de ne pas accepter l'audition, ou bien s'ils acceptent de refuser de répondre aux questions. Il n'a pas encore décidé ce qu'il va faire, mais il a envie d'en finir avec cette histoire. Au bout d'une heure passée, somnolent et inquiet dans un véhicule dont le chauffage est monté au maximum de sa puissance, il entend un petit coup frapper à la portière. Il baisse la fenêtre en buée et entend un policier en civil lui expliquer que s'il accepte l'audition, il lui remettra les migrants retenus et qu'il n'a du reste rien à craindre de cette audition qui est une simple procédure. Méfiant, il se demande si ce n'est pas là le classique jeu de good cop, bad cop, dans lequel son nouvel interlocuteur serait le gentil policier venant après les deux méchants. Mais il comprend qu'il n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter s'il veut faire libérer les parents. Entendu au deuxième étage entièrement désert du poste frontière, lui qui n'a jamais eu affaire à la police, mais qui a passé près de 2 ans à l'étudier, en connaît donc les ruses, se sent acculé. Son inquiétude grandit lorsqu'il entend que l'infraction qu'il est censé avoir commise est l'aide à l'entrée irrégulière d'étrangers sur le territoire français. Il sait que la sanction peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, avec une lourde amende,
Il rejette l'accusation comme fausse car il a recueilli les exilés loin de la frontière et absurde car de toute façon les forces de l'ordre ne pourraient pas prouver ce qu'elles n'ont pas pu voir. Il dément donc et continue, l'esprit soudainement vide devant la gravité des faits qui lui sont reprochés, continue à répondre à l'officier de police judiciaire qui, à l'évidence, ne cherche pas à la mettre en difficulté. D'ailleurs, à la fin de l'audition, ce dernier lui fait relire et corriger comme il le souhaite le procès-verbal. Il entend même lui dire avec bienveillance que ce document sera envoyé au procureur, mais qu'il y a de grandes chances que dans un tel cas, il y ait classement sans suite. Et donc, pense-t-il, de petites chances aussi que ce ne soit pas le cas. Il redescend dans la salle, il voit l'officier de police judiciaire parler à ses collègues, il dit aux parents que leurs filles sont au chaud dans un refuge, qu'ils vont pouvoir les rejoindre. Vous ne pourrez pas dire qu'on maltraite les migrants, lui lance avec aigreur l'un des deux policiers en lui montrant les bouteilles d'eau qui n'ont pas été touchées et les couvertures qui sont posées près d'eux sur un siège. Au moment où il s'apprête à quitter le poste, son collègue ne peut s'empêcher de prononcer une menace. Si les migrants trouvent la mort dans un accident, il sera tenu pour responsable. Il sort avec les 4 exilés. Sur le seuil, il entend l'officier de police judiciaire leur souhaiter bonne chance. Il ne jouait donc pas un jeu, se dit-il. La descente vers Briançon se passe cette fois sans problème. Au refuge, il se réjouit en voyant l'expression heureuse des parents qui ont retrouvé leurs 2 filles endormies dans un sommeil profond que la lumière et le bruit ne parviennent pas à troubler. Il les quitte en leur promettant de revenir un peu plus tard. Tandis qu'il se dirige dans le silence de la ville endormie vers son appartement de location, il se sent inquiet du devenir de son audition. Il vit à plusieurs milliers de kilomètres et imagine les complications d'un procès. Épuisé par les émotions de la nuit, il regarde sa montre. Il est déjà plus de 3 heures du matin. Alors, quels enseignements tirer de ce matériau que j'ai présenté, comme vous l'avez vu, brut, sans explication, sans commentaire? Au lieu d'une version unique des faits, comme il est habituel de procéder dans les travaux de sciences sociales, et a fortiori dans un compte-rendu ethnographique, ce qui implique une autrice ou un auteur supposé disposer d'un point de vue objectif sur les événements, ce sont donc 3 versions, celle d'un exilé, celle d'un policier et celle d'un maraudeur, qui offrent chacune une vision subjective de ce qui s'est passé cette nuit-là, au col de Montgenèvre, avec des retours en arrière plus ou moins loin dans le temps. Ces versions, je ne les ai cependant pas rapportées à la première personne, qui serait celle trompeuse de 3 narrateurs témoignant de la manière dont les faits se sont produits, mais à la 3e personne, qui est celle ouvertement déclarée, ostensiblement artificielle, du chroniqueur que je suis, œuvrant à la reconstitution de chacune des perspectives, y compris lorsque ce chroniqueur est lui-même acteur, comme c'est le cas pour le volontaire. La position de ce chroniqueur n'est en effet pas la même dans chacune des versions. Pour la première, il dispose du récit fait par l'homme afghan, avec lequel il a eu de longs entretiens, qui lui permettent de reconstituer le périple de sa famille jusqu'à la traversée de la frontière italo-française. Pour la seconde, il est certes observateur de certaines des interactions dans le poste frontière, mais n'ayant pu obtenir d'entretien avec le brigadier, il compense ce manque en réunissant les éléments qui lui ont été apportés à d'autres moments par d'autres membres des forces de l'ordre. Pour la 3e, il est pleinement participant, étant non seulement l'un des 8 maraudeurs, mais également le seul auditionné. Il est donc évident que bien qu'elles soient traitées de façon similaire sur le plan littéraire, les 3 versions n'ont pas la même relation à la factualité des faits, si on peut dire. Ce qui est lié en partie aux différentes positions occupées par rapport à ces 3 protagonistes. La relation de confiance privilégiée que j'ai pu avoir avec l'exilé et sa famille, du fait notamment de les avoir assistés dans la montagne et d'avoir obtenu leur libération par la police aux frontières, m'a donné accès au gré de conversation pendant leur bref séjour au refuge, à leur histoire dont divers épisodes, des menaces des talibans aux violences des polices croates, étaient corroborés par d'autres témoignages recueillis et des rapports d'organisation des droits humains. Par contraste, la réaction d'hostilité avec les policiers, de la part des policiers, jointe au refus systématiquement opposé par les agents des forces de l'ordre aux entretiens avec des chercheurs, ne m'a pas permis de reparler avec eux et avec ceux qui m'avaient reçu au poste frontière, mais d'une part, l'interaction que j'ai eue avec eux m'a fait percevoir très concrètement leur agressivité vis-à-vis des volontaires, et d'autre part, l'audition avec l'officier de police judiciaire, bienveillant, m'a donné l'occasion de nouer avec lui un lien que j'ai conservé au fil des années de ma recherche et grâce auquel j'ai pu rassembler des informations qui m'ont permis de reconstituer la scène du point de vue policier.
Quant à la dernière relation, bien qu'elle ait été vécue à la première personne, je l'ai traitée grammaticalement comme les autres, c'est-à-dire à la troisième personne, pour lui donner le même statut de reconstitution des faits. Ce sont ainsi trois modalités d'une subjectivité narrative dont aucune ne peut prétendre à une vérité unique. Toutes trois sont des reconstructions par lesquelles je m'efforce de mobiliser les différents matériaux empiriques dont je dispose, expérience personnelle, observation directe, récit colligé, entretien avec des proches, consultation de documents. Cette mobilisation est de surcroît sélective, car je me suis astreint à une autocensure concernant divers aspects des faits dont j'ai connaissance. Pour protéger des sources, pour ne pas mettre en danger des acteurs, pour ne pas fragiliser les opérations d'assistance, j'ai écarté de mes trois narrations, celles que je viens de vous faire, certains éléments susceptibles d'avoir des conséquences négatives pour les policiers ou pour les maraudeurs. Le travail du chroniqueur implique donc des additions, aussi bien que des soustractions. Chacune des versions qu'il propose est le produit d'un compromis exigeant entre ce que l'on peut dire dans les limites de ce que l'on sait et ce qu'il est souhaitable de ne pas dire au regard des risques auxquels on expose les personnes et les actions. Trois perspectives donc, non seulement sur les faits eux-mêmes, la série de rencontres, les exilés avec les maraudeurs, les exilés avec les policiers, les maraudeurs avec les policiers, mais sur ce qui les a précédés et qui permet de comprendre chacune des perspectives. Pour l'exilé, les dangers encourus dans son pays depuis l'arrivée des talibans et les tribulations éprouvées pendant les années du périple rendent compte de la détermination à franchir la frontière quand il en a traversé tant d'autres, plus dangereuses encore, et invitent à penser l'inefficacité des politiques de lutte contre ces candidats à l'asile auxquels on refuse le dépôt de leur demande, ce qui les conduit à devoir se comporter comme des clandestins. Pour le policier, les pressions qu'il subit de la part de sa hiérarchie sous l'effet de la politique du chiffre et le choc du suicide récent de l'un de ses collègues en lien avec le harcèlement de cette hiérarchie au sujet de ses performances en matière d'interpellation éclairent l'agressivité que l'agent manifeste à l'encontre des maraudeurs qui le privent de 10 non-admissions avec renvoi vers l'Italie. Pour le volontaire, enfin, les sorties blanches des nuits précédentes, l'interception de l'un des véhicules qui a fait échouer le sauvetage de l'une des familles et l'audition par l'officier de police judiciaire avec ses potentielles conséquences en cas de poursuite et de procès sur la base d'un mensonge des forces de l'ordre font entrevoir les difficultés de l'assistance aux exilés sous l'effet des politiques de criminalisation des volontaires malgré la décision du Conseil constitutionnel qui reconnaît dans ce cas le principe de fraternité. Chacun des récits déploie sa temporalité propre. C'est le temps long qui permet de saisir les raisons du départ et les aléas du périple de l'exilé. C'est le temps intermédiaire qui donne accès aux contraintes politiques et institutionnelles pesant sur le policier. C'est le temps court qui révèle le quotidien des sorties en montagne du médecin. Chacun offre une perspective particulière. Ainsi, le maraudeur est vu par l'exilé comme un acteur humanitaire, semblable à ceux qu'il a rencontrés sur sa route, mais il est assimilé par le policier à un passeur, facilitant le franchissement illégal de la frontière par des migrants, quand il se voit lui-même comme un agent participant modestement à une résistance collective contre une politique qui ne respecte pas les droits des exilés et les expose à des dangers. C'est la confrontation de ces trois perspectives qui permet de comprendre ce que Max Luckmann, dans sa célèbre étude connue sous le nom de The Bridge, appelle une situation, c'est-à-dire les relations sociales qui se nouent dans un contexte historique donné, en l'occurrence celui colonial dans lequel il travaillait en Afrique australe. Illustration, au fond, de la célèbre formule de Jalal ad-Din Rumi, mystique persan fondateur du soufisme au XIIIe siècle, que je cite, « La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve. » Le travail de l'ethnographe est de rassembler plusieurs fragments et de faire ainsi exister non pas toute la vérité, mais une vérité plus grande que celle qui se trouve dans chacune des perspectives, en les mettant les unes par rapport aux autres, si l'on peut dire, en perspective. Je vous remercie.